Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Karel Verheyken, vice-président du parti politique Solidarité et Progrès et directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité. Et Sébastien Perimoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Avec eux, en leur qualité d'observateurs avertis des questions géopolitiques et géoéconomiques, nous allons analyser les enjeux, les résultats et la symbolique de la rencontre de Donald Trump avec Vladimir Poutine en Alaska sur la paix et la réorganisation du monde. Nous évoquerons notamment la fenêtre de tir historique qui s'ouvre dans l'actuel contexte international des plus tendus et dangereux pour l'instauration de la paix par le développement économique mutuel entre Américains et Russes via le lancement du mythique projet du tunnel du détroit de Bering proposé plusieurs fois ces dernières années par Vladimir Poutine. Karel Verheyken, Sébastien Perimoni, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Alors, Karel Verheyken, il est significatif que la nouvelle position de Trump, qui préconise de passer directement à un accord de paix global, contredise la position du régime de Kiev et de ses alliés européens. Alors, leur réaction irritable et désagréable après le sommet, exigeant de nouvelles sanctions contre la Russie, suggère que l'administration Trump, vous nous direz votre avis, a décidé de mettre fin à la guerre avec ou sans eux, c'est-à-dire avec ou sans les Européens. Alors, à votre avis, après la rencontre de ces deux chefs d'État, des deux plus grandes puissances nucléaires du monde, peut-on enfin espérer une chance à la paix? La réponse qu'on peut espérer, c'est certain. Que la paix sera au bout du combat, ça reste un chemin difficile et pas gagné d'avance. Mais c'est effectivement un moment historique que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire pour la première fois depuis 3 ans, les deux chefs d'État des plus grandes puissances nucléaires du monde se sont parlé, ce qui est déjà quelque chose d'important. Ensuite, il y a la décision et c'était très clair quand Poutine a rappelé que Trump avait raison de dire que c'était la guerre de M. Biden, que ce n'était Mhm. pas la guerre de Trump, c'est une guerre de Biden et que sous une administration Trump, ces guerres n'auraient jamais vu le jour, n'auraient même jamais dû commencer, n'auraient jamais dû avoir lieu. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Trump, contrairement aux petits cerveaux et aux petites frappes qui dirigent malheureusement nos chers pays européens, Trump a fini par comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre un cessez-le-feu qui peut être utile à un moment donné, très précis pour geler un conflit, mais ce n'est pas la solution du conflit. Et que de l'autre côté, Absolument. très grande différence fondamentale entre un cessez-le-feu, qui serait catastrophique à l'heure actuelle, parce que ça laisserait le temps aux parties de la guerre, aussi bien européens qu'américains, de remettre en selle l'Ukraine qui a perdu la guerre. Donc aujourd'hui, la victoire, elle est pas seulement diplomatique, mais elle est aussi militaire, c'est-à-dire les gens qui ont un cerveau se rendent compte que l'Ukraine a perdu la guerre et que si on attend encore 6 mois, les Russes prendront toute l'Ukraine s'ils veulent. Ouais, ouais. Donc ensuite, M. Trump a été élu et il sera interrogé par les électeurs puisqu'il y aura des élections de mi-mandat donc l'année prochaine. Sa base MAGA, Make America Great Again, c'était pour mettre fin aux guerres sans fin et mettre fin à arroser tout ce lobby industriel qui va, qui va d'abord créer les guerres pour ensuite pouvoir profiter des conflits, les profiteurs de guerre. Mhm. Alors qu'entre-temps, le citoyen américain n'a pas de route, n'a pas d'eau potable, n'a pas d'école, et une grande partie de la base de Trump, évidemment, euh, irait le sanctionner s'il n'y a pas de résultat à la fin. Donc, D'accord. pas de dos au mur et finalement conseillé par des gens un petit peu plus intelligents, l'ont convaincu qu'il ne faut pas faire un cessez-le-feu, mais qu'il faut un accord de paix durable, ce qui veut dire pas d'Ukraine dans l'OTAN, ce qui veut dire pas de réarmement de l'Ukraine, probablement un statut de pays plus ou moins neutre
comparable à celui de l'Autriche, évidemment avec des garanties de sécurité sur laquelle, et ça là où ça a été très habile, parce que tout cela, on est dans un narratif. Les Mhm. Européens ont raconté tellement de mensonges qu'ils ont fini par y croire. Oui, Et donc, le temps que pour déconstruire tout ça, y compris pour Zelensky en Ukraine même, ça prendra un certain temps. d'accord. Donc, je pense que c'était plus au... Disons, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de résultats à la fin du sommet, mais de l'autre côté, si on ne laisse pas les Européens saboter, empoisonner l'oasis, Oui, on a ouvert l'oasis, il y a de oui. l'eau. Maintenant, il faut se mettre à Il boire faut le et il verdir, il faut le verdir, en faire un espace de paix. faut verdir le désert qui est autour de l'oasis. Oui, Voilà. mais c'est encore D'accord, un vaste travail. Donc, d'accord, l'espoir est là. Si nous continuons avec nos alliés, et Sébastien, je pense, va en parler, euh, aussi bien partout dans le monde, si le parti de la paix continue à être exigeant par rapport non seulement qu'il y a une paix durable d'accord, d'accord, en désaccord, mais dans un cadre de développement économique mutuel qu'on doit mettre en place par la suite. d'accord. Alors, Sébastien Perimoni, l'Institut Schiller, avant justement cette rencontre Trump-Poutine, a publié un appel, donc l'Institut Schiller dont vous êtes membre, a publié un appel aux dirigeants russes, chinois et américains les invitant, je cite, à sortir l'humanité de l'abîme, de l'anéantissement et à devenir les fondateurs d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. On élit également, parmi les experts militaires du monde entier, ils sont nombreux à être convaincus que la situation stratégique militaire actuelle est plus dangereuse que la crise des missiles de Cuba, compte tenu de la perte presque totale de confiance entre certaines puissances nucléaires, notamment la Russie donc, et les États-Unis, de l'annulation de tous les traités de contrôle des armements et du danger de voir plusieurs foyers de crise géopolitique, crise en Ukraine, Moyen-Orient, les tensions menaçantes dans le Pacifique, échapper à tout contrôle. Alors, pouvez-vous nous donner plus d'explications par rapport à cette analyse et ce constat? Et pourquoi risque-t-on vraiment une guerre nucléaire? Et pourquoi, dans cette optique, la rencontre de Poutine, Trump et Xi pourrait changer la donne et enclencher un processus de désescalade et de paix? Vous pouvez bien sûr réagir à ce que Karel Verheiken a dit si vous le souhaitez, sinon vous passez directement à la réponse. Non, oui, ben, une réaction, je suis d'accord avec ce qu'a dit Karel. On a un moment d'espoir et c'est pour ça que l'Institut Schiller, justement, a appelé à poursuivre cet espoir vers un espoir de paix euh, avec la demande que Xi Jinping invite le président Trump lors des commémorations qui auront lieu le 3 septembre à Pékin. Vous savez que cette année, on fête le 80e Ouais, anniversaire de la victoire contre le fascisme. Donc les États-Unis y ont participé, la Russie y a grandement contribué, et également la Chine qui avait été attaquée par le fascisme japonais. Donc on a le 80e anniversaire. Je rappelle qu'à l'époque, on disait plus jamais ça, plus jamais de guerre. Et aujourd'hui, malgré ce pas de l'avant de Trump vers Poutine, on n'a jamais été aussi près d'un danger de guerre nucléaire. Et c'est ce qu'on dit, si vous voulez, dans cet appel, parce qu'il faut bien voir que depuis un certain temps, d'abord, tous les États quasiment internationaux ont quitté tous les traités internationaux de contrôle d'armement, l'Open Sky, le ciel ouvert, le programme START, le programme des forces nucléaires intermédiaires. Donc, c'est devenu le Far West depuis quelques années. Il n'y a plus du tout de garde-fou. Et mhm, chose très importante, l'Institut Schiller, et j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site l'institutschiller.org, vient de publier un document extrêmement important qui s'appelle Pire qu'une trahison, le véritable mobile du Russiagate, où on montre que certes, Trump veut aller dans une direction de la paix, mais autour de lui, et dans le monde, et en particulier en Grande-Bretagne, il y a ceux qui veulent la guerre. Et je vais vous citer sa directrice du renseignement, Tulsi Gabbard, qui a fait ses révélations en juillet 2025, donc c'était là il y a quelques semaines, qui dit justement dans le rapport qu'elle a publié, les informations que nous publions aujourd'hui démontrent clairement qu'une conspiration de trahison a été perpétuée en 2016 par des responsables au plus haut niveau de notre gouvernement
Leur objectif était de subvertir la volonté du peuple américain et de perpétuer ce qui était en réalité un coup d'État sur plusieurs années visant à priver le président américain de l'exercice de son mandat et du peuple américain. Donc on a la directrice du renseignement américain. Donc, en fait, l'élection de 2020 a été volée. Disons qu'il y a une tentative de coup d'État d'Obama. Et souvent, vous savez, on parle du deep state américain, on entend souvent, et quand on demande aux gens qui, mais de qui parlez-vous, il y a très peu de réponses. Donc on a donné les noms dans ce rapport parce que je pense que c'est très important. Et ce coup d'État a été organisé non seulement par le président Obama lui-même à l'époque, mais avec le directeur de la CIA, John Brennan, le directeur du FBI, James Comey, le directeur du renseignement intérieur, James Clapper, le secrétaire d'État John Kerry et une certaine Victoria Nuland, je pense, qui parle beaucoup en Russie, puisqu'elle était déjà auteure du coup d'État de Maïdan et de la militarisation de l'Ukraine. Et tout cela a été poussé, vous voyez, par les services secrets britanniques. Et ça, c'est très important à comprendre. D'ailleurs, Lavrov l'avait dit dernièrement que le problème n'était plus anglo-saxon, mais que c'était l'anglosphère. Parce que, en fait, des gens comme Robert Hannigan, qui dirige le GHCQ, c'est-à-dire le service de renseignement britannique, avec Richard Birlove et tous ces gens autour de Tony Blair, ont organisé, si vous voulez, cette tentative de coup d'État aux États-Unis pour permettre cette politique de guerre contre la Russie, contre la Chine, contre les BRICS et maintenir justement son hégémonie au niveau international. Donc tous ces gens aujourd'hui n'ont pas disparu. Ils sont toujours présents et toujours présents autour de Starmer, présents autour de la coalition des volontaires, Macron et Merz en particulier et Ursula von der Leyen, qui représentent une sorte de quatuor maléfique, quatuor de la mort, si vous voulez, pour justement empêcher cet espoir de paix. Donc on a ces réseaux et tous ces réseaux sont identifiés dans ce rapport que vous trouvez sur le site de l'Institut Schiller.org, qui sont très importants à comprendre pour comprendre que certes, on a fait un pas vers la désescalade, on a fait un pas vers la paix, mais il y a des gens qui sont en train de préparer, de faire deux pas en avant pour créer les conditions de la guerre, d'où cet appel qu'a lancé notre institut pour que Xi Jinping, Trump et Poutine puissent se rencontrer très vite et exposer justement ces milieux qui poussent à la confrontation mondiale qui ne pourra être que nucléaire, évidemment. D'accord. Alors, cette question, elle est pour vous deux, messieurs. Donc, les États-Unis et la Russie pourraient, si la paix donc est rétablie, chose que nous espérons tous et rapidement, commencer à explorer donc les préoccupations plus vastes que sont le désarmement nucléaire, chose que vous avez pointé tout de suite, Monsieur Perimoni, et la coopération dans un nouvel ordre mondial de détente. Les deux plus grandes puissances nucléaires ont la lourde responsabilité de maintenir la paix mondiale en s'efforçant d'établir des relations diplomatiques normales. Et bien sûr, cette absence effroyable de relations est entièrement imputable à l'idéologie de la guerre froide, chose que vous voulez aussi, venez aussi de pointer, qui persiste au sein de l'oligarchie occidentale, impériale, américaine et européenne. Et cette idéologie et son agressivité intrinsèque envers la Russie et d'autres nations doivent être abandonnées. Alors, la question que je vous pose à vous deux, en attendant, le monde peut-il se réjouir que le sommet d'été en Alaska soit le signe avant-coureur d'un dégel vers une paix responsable? Et je rajouterais quelles sont les chances de son succès? Les chances sont, disons, comme j'ai déjà souligné en fait les affaires, les questions positives. Mhm, Aussi, quand vous lisez le transcript, vous voyez la vidéo de la conférence de presse de Vladimir Poutine, donc à la fin de son intervention à la presse suite au sommet, il mentionne différents aspects de coopération possible à l'avenir. absolument. Et il dit, il y a par exemple la question de l'espace. Je vous rappelle qu'en 62, quelques mois avant sa disparition précoce, le président Kennedy avait par exemple proposé d'avoir un vol conjoint russo-américain pour la Lune. Mhm. Hein, c'est une chose dont on parle jamais parce que ça ne peut pas exister, bien sûr. Donc, dans le domaine spatial, il peut y avoir une très grande coopération. Dans le domaine du nucléaire du futur, de la fusion nucléaire, dans le domaine des petits réacteurs modulables, en fait, il y a tout à faire. Euh, il n'y a que quelques petits modèles en pratique dans des petites centrales nucléaires flottantes du côté de la Russie.
mais c'est en fait le nucléaire de demain, ce sera des petites unités modulaires qu'on peut assembler. Et là, il y a plus d'une centaine de projets qui sont déjà dans les cartons dans différents pays. Malheureusement, c'est abandonné au privé, donc il y a beaucoup de pertes d'énergie, je dirais. Mais la Russie et les États-Unis pourraient travailler ensemble. Il y a Mhm. bien sûr les infrastructures, on va en parler, notamment donc l'Alaska, comme depuis le 19e siècle, euh, c'est des conditions climatiques extrêmes, hein. En général, en Sibérie, il fait moins 20 degrés en moyenne, hein. Mhm. Donc, et donc, tous ces projets, c'est vraiment quasiment un continent, c'est quasiment une planète, c'est quasiment un continent non développé, qui est Mhm. l'Alaska. Si vous prenez l'Alaska à la Sibérie, euh, vous savez, en Sibérie, il y a 50 000 personnes, hein. C'est, Ouais. Mais c'est un territoire quasiment vide. donc là, on parle, c'est pour ça que quand on parle du tunnel de voie de Bering, en fait, c'est pas juste une histoire de transport, c'est un projet d'aménagement de territoire où Mhm. on va désenclaver ce que l'humanité a toujours su faire depuis les Grecs, hein, qui ont fait des canaux, qui ont fait des routes, etc. C'est que, bah, il y a un proverbe chinois, hein, qui dit, si tu veux t'enrichir, construis une route. Construis une route. Donc là, effectivement, donc il y a des richesses absolument énormes en termes de terres rares, en termes de métaux, en termes de hydrocarbures, absolument fantastiques des deux côtés. Et donc, ce projet intéresse énormément la Russie, bien sûr, mais aussi la Chine, parce Mhm. que, en fait, il est un peu dommage, mais c'est peut-être compréhensible qu'à Alaska, vous savez, le sommet n'a duré que 3 heures. Normalement, il y avait un volet économique, des experts économiques qui étaient sur place des deux côtés, qui malheureusement n'ont pas pu finaliser leurs échanges. Mais sur le site de TASS, en fait, 2 fois, il y a des experts américains qui ont... Donc TASS a couvert le fait que des experts américains reparlaient donc du projet du tunnel de Bering. Euh, Mhm. Plus, bien sûr, l'appel lancé par Elgase Larouche et l'Institut Schiller, qui depuis 96, en fait, a mis ce projet, ce grand projet d'infrastructure, comme un élément fondamental pour une coopération mutuellement bénéfique, en fait, qui peut, et je pense que plus que par la voie européenne, en fait, c'est par ce projet qu'on peut avoir un trait d'union entre l'Eurasie des BRICS et les États-Unis. C'est-à-dire que ce sera la porte d'entrée pour les États-Unis de s'associer à la perspective non seulement faire l'Amérique la plus grande, la plus forte, mais d'accepter d'un partage d'un monde multilatéral de développement mutuellement bénéfique, aussi bien dans l'intérêt des États-Unis que de la Russie et de la Chine. Donc ça rabat complètement les cartes de la géopolitique confrontationniste parce que ça redéfinit la géoéconomie, c'est-à-dire un intérêt mutuel sur une génération, 2 générations, où en fait les peuples et les États peuvent y retrouver leur intérêt. Mhm. D'accord. Euh, Avez-vous des choses à rajouter, Monsieur Perimoni? Oui, oui, on peut rajouter en effet que on est dans une période extrêmement intéressante parce que quelque part, on n'est jamais sorti de la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide n'a été que la continuation, la guerre en Ukraine n'est que la continuation de ce monde divisé en blocs. De Et cette ce monde, erreur gravement, enfin, de cette erreur stratégique grave qui est celle de geler les conflits et de ne jamais les résoudre. exactement. Et c'est pour ça que cette Voilà. période, le général de Gaulle disait il faut l'entente, la détente et la coopération. Alors là, on est dans l'entente et la détente entre les États-Unis et la Russie, mais on n'est pas encore dans la coopération. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que développait M. Verreken, de tous ces projets dont il parle dans le spatial, le nucléaire, les infrastructures du détroit de Bering. C'est que c'est vraiment au niveau de la coopération qu'on va être capable vraiment de bâtir une paix durable. Si c'est juste pour mettre fin au conflit en Ukraine, avoir des accords de paix. Ici, on a vu Trump faire des accords de paix partout dans le monde. En RDC avec le Rwanda, en Azerbaïdjan, en Birmanie, en Chine, enfin partout, il fait des accords de paix partout. La question, c'est est-ce que derrière, il y aura une politique de réelle coopération et de développement
parce qu'on sait que derrière Trump, il y a aussi une politique anti-BRICS. Il y a une politique anti-BRICS, il y a une politique de tarifs douanières très contraignante vis-à-vis des pays des BRICS, des différends avec Lula du Brésil. Donc on n'est pas encore dans une vraie coopération internationale et c'est à ce niveau-là que seulement la paix pourra être, la paix dont vous parliez pourra être durable, en tout cas une paix responsable et durable, c'est par cette politique de paix, par le développement mutuel. Et ça, c'est très intéressant parce que on voit chez Trump, alors c'est plus pour des raisons économiques que philosophiques, mais cette idée que tout le monde n'est pas nos ennemis. Vous savez, De Gaulle disait on n'a pas d'ennemis, on a des amis, et puis on a potentiellement des amis qui ne le sont pas encore. Donc c'est une vision déjà plus philosophique et qui sortait justement du monde ami-ennemi, de la guerre des blocs et de la géopolitique. Donc on a chez Trump cet aspect personne n'est notre ennemi, il faut mettre fin aux guerres, mais bon, c'est plus une vision économique, bien entendu. Mais si derrière ça se transforme concrètement autour des projets dont a parlé M. Verreken, là on a une vraie chance d'avoir une paix durable et de mettre fin. Si les États-Unis rejoignent la dynamique des BRICS et qu'en Europe on arrive à changer nos gouvernements, parce que j'ai bien peur que nos gouvernements en Europe ne changeront pas d'eux-mêmes, il faut être honnête, il va falloir changer nos gouvernements en Europe. À ce moment-là, on peut avoir une dynamique de coopération nouvelle et mettre fin à un cycle qui présente quasiment 500 ans. 500 ans d'impérialisme occidental, d'esclavagisme, de colonialisme, de néocolonialisme, de guerre permanente et de division. Vous le citiez au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Ouest, en Afrique, partout. Donc on est à un point tournant de l'histoire et faut faire avec ce qu'on a. On a Trump, c'est déjà mieux que Biden. Et donc, il faut que nous, les acteurs de la paix, partout dans le monde, continuons à pousser cet agenda de développement mutuel et de dialogue des civilisations. Alors, Monsieur Verheyken, comment, par rapport à tout ce que vous venez de développer et votre analyse donc de la rencontre Poutine-Trump, comme on dit, hein, le contexte oblige et aussi comment voyez-vous la visite des Européens aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils sont allés vraiment chercher là-bas? Soit des Trump d'abandonner le projet ou c'est quoi exactement? D'abord, c'est tous en fait des dirigeants qui ne sont pas du tout aimés dans leur propre pays. D'accord? Que Mhm. ce soit M. Merz, que ce soit Macron qui est totalement minoritaire, que ce soit même Mélanie qui a distribué l'argent de l'Union européenne qu'elle dénonce par ailleurs. Tout ça, c'est extrêmement fragile. Euh, Donc, des gens qui veulent euh, exister. le- le- Comment? They Mhm. want to be, comme on dit en anglais, they want to be on Yeah. the map. Ah, Ils, ils ils veulent veulent être sur la carte. ils veulent se replacer sur la carte. Ouais. Et donc, tout est calcul. Ils ont même pas. Ce serait bien qu'ils avaient une mauvaise conscience. Ce serait une preuve qu'ils en ont une. Ils s'en ont même pas capables. Tout est calcul. Donc, on calcule. Macron veut être le dirigeant de l'Europe. Donc, il faut que l'Europe se manifeste. Il faut exister. Donc, on est dans le positionnement absolu. Et donc, ils construisent des schémas où finalement, après la rencontre entre Zelensky et Trump, Zelensky a dit, moi, je suis très content. Ce que le président Trump veut faire pour moi, c'est fantastique et je suis tout à fait d'accord. Donc, du coup, les Européens n'avaient plus rien à dire parce que pour eux, Zelensky, c'était Dieu sur Terre. Donc, si Dieu sur Terre leur disait que tout se passait bien, ils ne pouvaient plus dire que tout allait mal. Ouais. Donc, mais ils pouvaient dire, ah, c'est parce qu'on est là que finalement Zelensky a été respecté et que les intérêts. Donc tout ça tourne à la farce tragique. Mhm. C'est-à-dire, parce que si les pays de l'Europe voulaient vraiment montrer, disons, on a été pendant 50 ans les vassaux, les esclaves des Anglo-Américains. Et maintenant, on s'étonne qu'ils dirigent le monde. Je veux dire, il faut quand même, Mhm. Ouais, ouais. on marche quand même sur la tête. Donc, si vraiment on voulait montrer leur souveraineté, bah, ils pourraient, d'une façon souveraine, par exemple, s'associer avec les BRICS. Ils pourraient, de façon souveraine, prendre des positions beaucoup plus fortes sur Gaza et sur l'arrêt du génocide à Gaza. Mhm. Donc, si on veut prendre position, bah, qu'ils fassent quelque chose, s'ils veulent être souverains, qu'ils affirment leur souveraineté. Mais là, c'est vraiment des esclaves qui viennent pleurer auprès de l'empereur
qui évidemment, on va leur cracher dessus parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Donc, D'accord. Alors, donc Sébastien Perimoni, par rapport donc à ça, il y a le Centre européen d'études sécuritaires, le centre, je crois, ou l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, qui a publié récemment, ça a eu 2 semaines à peu près, un rapport où il explique aux dirigeants européens comment démembrer la Russie, comment la détruire, la démembrer, la mettre en difficulté, et ainsi de suite. Est-ce que tout ça est sérieux? Malheureusement, oui, c'est sérieux. Alors, je ne dis pas qu'on en a les moyens et la capacité et le courage, mais en tout cas, c'est sérieux. Vous savez, par exemple, que 14 juillet de cette année, M. Macron a fait un discours lors des fêtes nationales et a été publié la Revue nationale stratégique 2025, donc c'est-à-dire la doctrine Oui, oui. militaire de Qui la est quelque France. part la déclinaison de ce rapport de l'Institut Voilà, il a d'études de sécurité de exactement l'Union européenne. la déclinaison française de ce rapport avec la même idéologie, c'est-à-dire la sinophobie, la russophobie, l'islamophobie, la xénophobie. Et dedans, il est dit clairement qu'il faut que l'Europe, d'ailleurs Macron l'a dit dans son discours du 14 juillet, l'Europe et la France doivent se préparer à des guerres de haute intensité sur le territoire européen. C'est-à-dire que toute la politique aujourd'hui de ces esclaves dont parlait Karel, c'est une politique de contre-insurrection contre la paix. Et donc, ils ont publié cette doctrine où, de toute façon, le grand ennemi, c'est la Chine. Il faut se préparer d'ici à 2030-2040 à une guerre contre la Chine. Il faut se préparer à combattre l'ogre russe. Macron a parlé de Poutine comme un prédateur. Donc, vous voyez Mhm. ces termes obsciens de l'homme est un loup pour l'homme. Donc, on a cette rhétorique guerrière. Et donc, en effet, ces publications sont là pour alimenter, définir les stratégies qui vont permettre de tendre vers cette guerre. Alors, est-ce qu'on en a les moyens? Je ne crois pas. Quand on voit les effectifs des armées françaises, quand on voit notre niveau industriel, on n'est même plus à 6% d'industrie en France dans notre PIB. On voit l'Allemagne qui veut devenir la première armée européenne, mais qui n'a même pas d'argent pour payer ses infirmières et ses professeurs. Enfin, c'est N'est à la même pas les fois... enfants, n'est même pas les enfants pour avoir la on n'a même ressource pas les humaine pour enfants. l'armée. Ils font plus Voilà, d'enfants, les exactement. Allemands. Donc, je ne pense pas que ce soit avec la génération woke qui a 18 et 25 ans en France qu'on va aller combattre l'ogre russe, hein, personnellement. Je ne crois pas. Et donc, oui, non, alors, il y a beaucoup de Mais rhétorique, un mais dernier ça mot, reste, ça reste un danger. un dernier mot. Est-ce que ça, en réalité, ces discours-là, que ce soit le rapport français ou le rapport européen sur ces guerres-là, est-ce que c'est pas une façon de faire chanter le peuple en réalité européen, de le terroriser pour leur faire accepter n'importe quelle politique? Oui, oui, c'est en partie ça, bien sûr, mais il y a aussi un vrai danger de guerre. Il ne faut pas le minimiser, en effet. Aujourd'hui, à l'heure où la France est endettée, M. Bayrou promet du sang et des larmes au peuple français. Il n'y a aucun problème pour qu'on continue à alimenter la guerre en Ukraine et à dépenser 800 milliards dans le programme Rearm Europe, où là, il y a de l'argent qui coule à flot. Ce n'est pas un problème monétaire, c'est un problème d'idéologie. Donc, en effet, mais la bonne nouvelle, c'est que le peuple, de plus en plus, se rend compte de ça. Et il y a beaucoup à la rentrée de manifestations, de gens qui se préparent à se rebeller contre cette politique. non, il y a aussi quelque chose d'extrêmement pernicieux et qu'il faut dénoncer et combattre, c'est l'idéologie de Carl Schmitt. Pour Mhm. Carl Schmitt, qui était le juriste, disons, la fine fleur des juristes allemands sous Hitler, hein, Oui, euh, c'est qu'il faut un ennemi pour exister. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas d'ennemi, vous n'existez pas. ouais. Donc, si jamais vous avez trop d'amis, vous n'avez pas d'ennemis, bah, il vous faut en créer un. Il faut vous Ouais. créer un ennemi. Donc, et c'est exactement à quoi on assiste. Même, même aujourd'hui, si vous voyez les capitaux qui sont alignés sur le réarmement de, disons, toute l'industrie de l'armement aux États-Unis et en Europe, vous créez réellement un parti des investisseurs dans la guerre. Donc, Mhm. eux, ils sont évidemment fâchés. Si demain la paix éclate, en fait, tous leurs investissements vont être dévalués. Donc, ça devient un intérêt matériel et financier. Et c'est là où vous avez cet engrenage et vous avez le fameux paradoxe de la défense. C'est-à-dire que si moi j'ai peur et je mets plein de missiles dans mon jardin, ben, qu'est-ce qu'il va faire mon voisin? Ben, il va avoir La peur. même chose, ben, Et pour se évidemment. défendre, il va mettre des missiles encore plus grands.
Donc, c'est une illusion de la défense parce que, parce qu'on pense que par l'armement, on va avoir la sécurité. Alors que, en fait, il faut mieux aller se parler, il faut mieux aller voir votre voisin et dire, Vous venez de terminer avec une très belle phrase et qui nous donne la perche, comme on nous tend la perche pour la seconde partie de notre entretien. Alors, Karel Verheiken, vous avez fini justement, je vous reprends à la dernière phrase que vous avez dit à la fin de la première partie de l'émission, c'est que les armes sont bonnes pour se défendre, mais nuance, elles ne ramènent pas la paix. Et alors, la science de l'économie physique développée par l'éminent économiste politique Lyndon LaRouche, justement, se distingue de toutes les théories économiques monétaristes statistiques avec cet aspect-là et la capacité d'instaurer la paix par le développement mutuel. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu plus cette conception de l'économie, nous dire comment le projet du Determined Building s'y inscrit et comment peut-il devenir, s'il est fait, une plateforme pour la paix par le développement mutuel? Quelle est cette philosophie de la paix par le développement mutuel? oui, alors, vous avez mentionné donc mon ami Feu Lino Larouche, qui a fait littéralement une révolution philosophique et conceptuelle dans la pensée économique. Généralement, quand vous allez à l'université étudier l'économie, on vous dit, voilà, il y a d'un côté la production, de l'autre côté, il y a la consommation. Et Oui, l'économie, c'est l'analyse des flux entre ce qui est produit et ce qui est consommé. Et évidemment, après, c'est monétarisé, c'est-à-dire on va voir les flux financiers, etc. Alors Larouche a dit tout ça, c'est du baratin, c'est des ombres projetées sur la caverne de Platon, parce que la vraie question, c'est que quand vous consommez, c'est pour quoi faire? Est-ce oui, que vous consommez pour produire des toilettes pleines ou est-ce que vous consommez pour contribuer quelque chose par votre activité productive, intellectuelle, créatrice? Et à ce moment-là, ce fossé, aujourd'hui, on veut dire que les droits humains et les droits économiques, c'est pas la même chose. Larouche dit non, c'est faux, parce que l'économie, c'est augmenter sur Terre la capacité d'accueil, de faire vivre plus de gens dans des meilleures conditions, qu'ils soient plus épanouis, plus heureux, parce qu'ils sont capables de vraiment mobiliser leur potentiel, ce potentiel créateur qui est dans chaque être humain, qui est en fait la base même de la survie de l'humanité. Si un tel ou un tel n'avait pas fait telle ou telle invention, hein, Pasteur ou Becquerel ou Marie Curie ou etc., ben, on ne serait pas là aujourd'hui même pour se parler. Parce que, mhm, parce que si l'économie, et ça Larouche a été absolument rigoureux là-dessus, c'est-à-dire que si on gèle les technologies, s'il n'y a plus de progrès scientifique et technologique, automatiquement les Malthusiens ont raison. Parce que une fois que la technologie est fixe, les ressources vont soit complètement s'épuiser ou devenir tellement chères qu'on peut plus s'en servir. Et à ce moment-là, il n'y a plus de ressources pour même nourrir simplement les gens qui existent. ouais, Donc, on ne parle même pas des générations futures. Donc, la survie, le but, le complot, la conspiration de Larouche, c'est d'organiser la survie de l'humanité. mhm, Et la survie de l'humanité, c'est toujours aller plus loin dans les découvertes, dans les découvertes de principes physiques nouveaux qui permettent en fait d'accéder à des nouvelles ressources. mhm. Alors évidemment, c'est limité si vous êtes dans un espace fermé, mais c'est quasiment illimité si vous pensez à l'ensemble de l'univers. Donc, donc, de ce point de vue-là, en fait, comme je vous ai dit dans la première partie de l'émission, si vous regardez l'Alaska et la Sibérie, c'est quasiment une planète sur laquelle il n'y a quasiment personne. Mais il y a énormément de ressources, énormément de choses à faire. Donc, de ce point de vue, à cela, en fait, Larouche a ramené la notion du temps, du temps. Faut mettre notre temps économique et financier en accord avec le temps de la création humaine. D'accord? Ça veut dire, est-ce que nous sommes capables d'investir sur 25 ans, sur 50 ans, pour les 100 ans à venir? Parce que si vous dites, OK, ah ben voilà, on a des gens qui ont faim, on a des gens qui n'ont pas de chaussures, des gens qui n'ont pas de logement.
Est-ce qu'on va mettre 100 milliards dans un tunnel sur le golfe Bering pour transporter du charbon? Mhm. On- Non, on peut dire non, on a d'autres urgences. Mhm. Bah non, C'est un peu, si j'ai bien suivi votre raisonnement, c'est un peu l'histoire un peu des pyramides. On pense que, on a souvent tendance à dire que ce sont les Égyptiens qui ont construit les pyramides, mais en réalité, de votre point de vue, de ce point de vue de l'économie physique, ce sont les pyramides qui ont provoqué la construction de l'Égypte, parce que il y a beaucoup de gens qui ont été formés, beaucoup de connaissances ont été développées, soit dans la géométrie, dans l'architecture, dans la construction, et c'est ça qui, après justement la construction des pyramides, a permis que il y a tout un développement qui s'est fait en Égypte, et pas uniquement à oui, Giza. Qu'est-ce que oui, vous en pensez, Monsieur Perimoni? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, c'est-à-dire que c'est l'économie et c'est un petit peu le problème, c'est que quand on parle d'économie aujourd'hui, les gens vont tout de suite penser monnaie, argent, euh, voilà, tout ce qui est échanges commerciaux. Alors que ce n'est pas du tout ça. Si on peut échanger des choses, c'est parce qu'on les a découvertes, on les a fabriquées, il y a un artisanat, il y a des découvertes, comme l'a dit Monsieur Verreken, il y a cette science de l'esprit humain capable de faire des découvertes, qui les transforme sous forme de technologie et qui permet justement, comme dans le cas de l'Égypte, on a fait dans la construction des pyramides, on a fait énormément de découvertes qui ont permis à des ingénieurs d'améliorer les processus, de lever des poids de plus en plus grands, de déplacer des points importants sur des longues distances. On a commencé à avoir des systèmes de canalisation, de gestion des égouts, de découvertes aussi dans la médecine. Par exemple, la momification a permis un grand nombre de découvertes. Donc, il y a tout un processus, si vous voulez, de découvertes qui permet à ce qu'une société se développe ou pas. Et aujourd'hui, en fait, on est retombé exactement dans l'inverse. C'est-à-dire que depuis les années 70, en particulier le 15 août 71, on est passé dans le monde de dollar. On ne fait que produire de l'argent. Donc on produit de l'argent sur des marchés financiers, on appelle ça une économie de marché. Donc on produit de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, qui n'est plus du tout lié à l'économie physique, à l'économie de la découverte et de la créativité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un monde qui est totalement qui serait presque comique s'il n'y avait pas des millions de morts derrière cette tragédie, c'est qu'on a un monde avec des milliers de milliards d'actifs financiers dans des paradis fiscaux et dans des marchés financiers. On parle de 2 millions de milliards de produits dérivés. On parle de dettes, de 30 000 milliards de dettes, de 3 000 milliards de dettes de tous les pays. C'est-à-dire quand il y a eu la crise de 2008, on a renfloué les banques à coups de milliers de milliards de dettes. Donc on crée de l'argent. On est dans un monde qui ne crée plus que de l'argent et on voit que le niveau de vie est en train de chuter partout, en particulier en Occident, et que tout ce système est déconnecté de la réalité physique. Donc en effet, oui, c'est en bâtissant des choses qu'on crée de la richesse. C'est en se développant ensemble. D'ailleurs, les empires finissent toujours par s'effondrer parce que justement, ils ne construisent rien. Il ne faut que piller. Et donc, au bout d'un moment, s'il n'y a plus rien à piller, on s'effondre et on n'a rien fait d'autre. Donc, c'est intéressant. Je rejoins l'analyse de M. Verreken sur ça. C'est par des projets comme le détroit de Bering où justement, on va pouvoir à nouveau faire des découvertes. La Sibérie, c'est 25 fois la France, hein, vous imaginez. Hein, Mhm. donc, c'est énorme. Donc, il y a encore D'accord. beaucoup de découvertes à faire. Et donc, on n'est pas au bout de nos surprises dans le bon sens du terme cette fois. Alors, le détroit de Bering, donc par rapport à ce que vous venez de dire, offre-t-il toutes les conditions de justement préalables à l'évitement de la guerre, au suicide vert, hein, de toute l'idéologie verte de malthusienne, disons les choses comme elles sont, et à la construction d'une nation avec l'effet nécessaire d'augmenter la densité du flux, de l'énergie, de la connaissance, de la société dans son ensemble? Et comment, comment cela pourrait se décliner justement et apporter une coopération qui instaurera une confiance et une paix dans le monde? oui. Alors d'abord, il faut regarder un peu les enjeux et les défis techniques que cela pose. En réalité, c'est, à mon avis, c'est même à la limite un peu trop facile. Parce que, parce que vous avez donc la distance dans le détroit de Bering, vous avez la profondeur d'abord, c'est une région où il n'y a pas de, c'est une seule et même plaque tectonique. Donc il n'y a pas de danger
il y a un peu le problème des marées et des masses de glace. Donc, au Mhm. début, il y avait au 19e siècle des projets de ponts, de faire la distance est à peu près 80 km. Et au milieu, donc, vous avez les îles qu'on appelle les Diomèdes. Vous avez la grande Diomède qui est du côté russe et la petite Diomède qui est du côté américain, qui sont séparés de 3 km à peu près. Donc, en fait, c'est deux fois le tunnel sous la Manche. D'accord? C'est D'accord. deux fois 40 km. Il y a à peu près 50 mètres d'eau, donc c'est très, très peu profond. Donc, ce n'est pas un défi, disons, ce serait bien sûr par rapport au tunnel qui est entre Macao et Hong Kong, qui est de 30 km, on serait un petit peu plus long. Voilà. Mhm. Mais pour les Européens et les Russes, bon, on y mettra 5 à 10 ans. Si on, si on invite les Chinois, on mettra peut-être 10 mois. Non, je plaisante, mais c'est plus rapide. Maintenant, ce sera un tunnel multimodal, c'est-à-dire il y a des chemins de fer pour les passagers. Il y aura probablement trois tunnels, c'est-à-dire un tunnel de service au milieu avec deux tunnels de, pour les. Mais en même temps, c'est multimodal dans le sens qu'il y aura des fibres optiques, c'est-à-dire pour les communications, très important. Et probablement, les Russes ont beaucoup travaillé depuis des années d'utiliser l'occasion de la construction de tunnels pour en même temps d'avoir des oléoducs et des gazoducs qui Ouais. sont intégrés dans tout le projet. Parce qu'évidemment, l'Alaska, aussi bien l'Alaska que la Sibérie, évidemment, il y a des richesses d'hydrocarbures énormes. Alors, le problème, c'est que le projet en tant que tel, on pense à peu près, allez, grosso modo, 60 milliards de dollars pour le tunnel en tant que tel. Mhm. Mais après, vous devez connecter le tunnel avec les réseaux de chemin de fer des deux côtés. Et Absolument. là, vous êtes très loin, c'est-à-dire il y a au moins 1200 kilomètres pour connecter le tunnel avec le réseau ferré américain. Parce que même l'Alaska n'est pas connecté aujourd'hui avec le chemin de fer américain. Ouais, C'est ouais, ouais. c'est un, c'est une banlieue abandonnée, Mhm. Alaska. Ouais, ouais. Et du côté de Russe, c'est encore plus. C'est-à-dire vous êtes au moins à 2000, même 3000 kilomètres du transsibérien et vous êtes à au moins plus de 600 kilomètres même d'une autoroute, pas d'une autoroute asphaltée. C'est-à-dire Mhm. il y a des routes, mais qui sont pas en dur. Mhm. Donc, donc là, vous êtes plus. Alors, les Chinois, en 2000, je sais plus quand, en 2009, je crois, ont fait eux-mêmes une proposition de relier Shanghai avec Chicago, d'accord, par le tunnel de Bering. D'accord. Et eux, ils ont, Ça, je ne savais pas. Je savais pas que les ils ont, Chinois avaient fait aussi une proposition, ils ont chiffré ça à 100 milliards, 100 d'accord? milliards de dollars. Moi, je pense que ce sera plus. Ça, c'était surtout avec l'inflation aujourd'hui. Ça, c'est le projet chinois, d'accord? Oui. Évidemment, la Chine, qui a presque 1,5 milliard d'habitants, euh, et qui, dans une perspective effectivement de paix, à un moment donné, pourra coopérer avec les États-Unis, elle, évidemment, est très intéressée d'avoir cette liaison d'un projet de tunnel de sous Bering. Donc, c'est pas seulement un projet russe, c'est un projet eurasiatique, un projet des BRICS, qui pourrait, comme je vous l'ai dit dans la première partie de l'émission, en fait, à mon avis, c'est-à-dire que même si l'enjeu technologique et scientifique il est relativement limité parce que les technologies pour le faire, ils sont on-shelf, ils sont déjà dans l'étagère. Mhm. On a fait le tunnel sous la Manche, on sait faire tout ça. Donc, mais ce sera un premier pas absolument fondamental de coopération, de confiance mutuelle qui servira vraiment de tremplin pour la suite. Donc, donc c'est ça que D'accord. je verrai surtout d'important dans cette histoire. Cette vision de l'économie aujourd'hui, elle est quasiment absente de toutes les universités dans le monde. Vous savez, nous, on vient de publier un petit livre, je ne sais pas si on le voit, L'économie pour les gens pressés, justement, où dedans, on développe de manière pédagogique toutes ces conceptions de corridors de développement,
de flux de densité énergétique, de potentiel de densité démographique relatif, et de montrer comment l'économie n'est pas monétaire, n'est pas financière, n'est pas spéculative. Et ça, c'est un bouquin très polémique que je conseille aux gens d'acheter sur Internet, hein, L'économie physique pour les gens pressés, ça s'appelle, qui est passionnant. Et oui, parce que c'est l'avenir, en fait. Ce dont parle M. Verhaken, c'est l'avenir de l'humanité. Si l'humanité a un avenir en dehors de cette géopolitique et cette politique de guerre qui est menée partout. Donc, le détroit de Bering, c'est un projet passionnant. On est sur Spoutnik Afrique, donc peut-être un mot pour l'Afrique. Ce Mais type bien de sûr, projet, bien sûr. il y en a partout. Il y a le projet Transaqua pour revitaliser le lac Tchad. Vous savez qu'il y a 4 millions de déplacés dans la région qui fuient la région parce que le lac Tchad disparaît. Et donc, on pourrait réalimenter le lac Tchad en eau par les technologies modernes. On a aussi des projets pour connecter toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. Ça devrait être fait depuis les années 60, en fait. Ça n'est toujours pas fait. Donc, on a tout un ensemble de projets comme ça qui sont aujourd'hui, qui reviennent sur la table, que ce soit dans le cadre des BRICS, dans le cadre des routes de la soie, des cadres du Forum de coopération sino-africain, le FOCAC, où maintenant j'ai eu la chance de participer au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. On discutait de ces projets-là. Donc, il y a un retour en force de l'économie physique. Et la paix ne sera accessible que si le développement est partout. Alors, peut-être pas partout au même moment, mais si la dynamique de développement, que ce soit au détroit de Bering, en Afrique, en Amérique latine, vous savez qu'en Amérique latine, il y a le projet de relier les deux océans par un chemin de fer bi-océanique avec le port de C'est Shanghai qui a été justement c'est ce développé que j'allais par vous la Chine. demander, parce que l'idée du détroit de Bering, justement, ouvre un champ énorme à de nouvelles idées. On pourrait même penser qu'il serait possible un jour de relier tous les continents par les chemins de fer, par ce genre de corridor. Parce que même pour Alors, l'Afrique, c'est pas, pour l'Europe et l'Afrique, il suffit d'un tunnel un peu semblable. Enfin, peut-être que c'est une fantaisie, je ne sais pas, vous me corrigerez. non, vous Euh, savez que un tunnel qui relierait l'Europe à l'Afrique via le détroit de Gibraltar, l'Espagne au Maroc. oui, mais ces projets sont déjà étudiés. Si vous voulez, on a publié plusieurs articles sur notre site. Ça s'appelle le pont terrestre eurasiatique. Et c'est justement cette vision de Ah, connecter d'accord, l'ensemble des pays du monde par des ponts, des ports, des routes, des infrastructures d'énergie, d'électricité. Et donc ça, c'est l'avenir. Et malheureusement, c'est cette conception de l'économie physique qui est combattue depuis justement des décennies, voire des siècles, par cette oligarchie financière. Donc c'est aujourd'hui très bonne nouvelle que ces projets d'économie physique reviennent sur la table. Et vous en trouverez beaucoup d'articles justement sur nos sites de l'Institut Schiller, où vous avez ce dossier sur le pont terrestre d'accord, mondial qui justement détaille tous ces projets d'économie physique dans le monde. d'accord. Alors, vous avez tous les deux évoqué pas mal, disons, les déboires ou la politique un peu criminelle du système financier et monétaire international, comme le reconnaissent d'ailleurs tous les économistes sérieux, hein. Il n'y a pas eu autant d'argent dans le système financier qu'aujourd'hui, et il n'y a pas eu autant de pauvreté en même temps dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, puisque ce système-là, il empêche le développement, empêche justement, et en empêchant le développement, on empêche la paix. J'aimerais vous poser une question justement. Est-ce qu'il ne serait pas, d'un point de vue méthodique ou méthodologique, justement, de poser la question de ce système-là pour ouvrir la voie à une exécution et à une mise en place de ce genre de projet qui apporte la paix, le développement et la prospérité? Alors, le plus grand avantage donc de la construction du Detroit Building et de la politique de construction nationale qui lui est associée, et que les États-Unis et la Russie, ainsi que tous les pays, comme disait M. Verheugen, l'Alaska est vide, toute la région là qui est liée au Canada est vide. Et donc, c'est un projet auquel, y compris la Chine et le Canada, pourraient s'y joindre. Ma question, la seule façon pour un tel changement systémique puisse se produire serait-elle justement de procéder à une double restauration ou une double rupture? La première, la loi Glass-Steagall Act pour séparer complètement les actifs bancaires commerciaux des actifs bancaires à haut risque, tels que les produits financiers dérivés, donc qui ont gangréné et qui ont créé une sorte de cancer qui s'est métastasé partout.
Et puis, la deuxième chose, la renaissance d'un véritable système bancaire national en tant qu'émetteur de crédit productif pour les besoins souverains des peuples. Karel Verheiken. C'est là où il faut parler des choses désagréables. Parce que le président Trump, dont les capacités intellectuelles sont quand même relativement limitées, a été élu sur la base de une augmentation de la dérégulation financière. C'est-à-dire, si vous lisez la plateforme électorale du Parti républicain sur laquelle s'est aligné, c'est écrit que chaque Américain doit avoir le droit de créer sa propre monnaie. D'accord? Ouais. Et encore, il y a 8 mois, pour Donald Trump, les crypto-monnaies, c'était une escroquerie dangereuse. Et on a même mis en prison des gens qui utilisaient les crypto-monnaies pour faire le trafic de drogue. D'accord? Depuis que Trump a eu besoin d'argent pour sa campagne, donc il a commencé à accepter des contributions aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, sa fortune personnelle de 5 milliards est composée de 50% de crypto-monnaies. D'accord? Et il a gracié le trafiquant de drogue qui se servait des crypto-monnaies pour faire le trafic de drogue. Et autour de lui, il y a des gens qui lui ont convaincu que tout ça, c'est pas grave. Si on crée, s'il y a de l'émission monétaire, aujourd'hui, il y a 10 000 crypto-monnaies, il n'y a pas que le Bitcoin. Et surtout, on a créé les stable coins. C'est-à-dire, on a créé des crypto-monnaies que tout le monde sait qui peuvent varier. C'est les yo-yo, les montagnes russes. Mais en les attachant à des bons du Trésor américain, on leur a donné la prétention d'une stabilité et d'une valeur réelle. Mhm. Donc, et ça, c'est exactement comme les subprimes, d'ailleurs. C'est-à-dire que si les grands et les gens sérieux et l'État le fait, ça veut dire que c'est bon, on peut y aller. Donc, donc aujourd'hui, vous avez une explosion. Et c'est pour ça que Jacques Cheminade, donc le président de Solidarité et Progrès, dit qu'on ne peut pas construire des cathédrales sur les sables mouvantes. Et que le flanc faible de Trump, c'est qu'il veut faire la paix, d'accord, mais basé sur un système financier qui va encore plus se déréguler et qui est en train de créer une super bulle qui probablement va éclater avant les prochaines présidentielles. Et donc là, il y a vraiment un travail de pédagogie à faire pour effectivement donner un système financier qui, au lieu de nous conduire à la guerre, peut nous conduire à la paix. Mhm. Parce que c'est ça, là, aujourd'hui, on a un système financier qui, en permanence, dépend de nouvelles liquidités. Donc la guerre, c'est très bien, ça crée des nouveaux marchés. Le trafic de la drogue, il faut pas trop les embêter parce que ça nous amène quand même beaucoup d'argent dans le système. C'est officiellement reconnu par le Fonds monétaire international. Et en 2008, le système financier a été sauvé, dit Ah, le Monsieur genre de la drogue. D'Aquila des Ah ouais. Nations Unies, parce qu'en Grèce, il y a plusieurs pays où la surveillance est bien moindre qu'à Paris, où les narcotrafiquants ont pu apporter toute leur liquidité aux banques parce que le marché interbancaire était complètement en panne. Et sans l'argent de la drogue, le système financier actuel n'aurait même pas survécu. Ouais. Donc, Ça, c'est le rapporteur des Nations Unies, justement, de lutte contre les stupéfiants, Antonio Maria Costa, absolument. qui l'avait dit. Donc, il faut dire haut et fort à M. Trump que si vous voulez la paix, il faut déjà arrêter un système financier qui est en train de créer la guerre. C'est ça ce qu'il doit comprendre. Et donc, et c'est là où effectivement la Banque nationale, la séparation bancaire, ça peut jouer un rôle. Mais la faiblesse aujourd'hui, la tentation aujourd'hui d'aller les bitcoins et les stablecoins, c'est vraiment un poison mortel. Et vous avez toute la droite, soi-disant souverainiste française, même est en train d'embrasser les bitcoins. Et même Marine Le Pen a dit qu'on allait indexer la production de l'électricité de Fessenheim sur une crypto-monnaie pour financer la France. Vous voyez? Ouais, Donc ouais. les gens ne parlent pas de banque nationale, ils parlent de crypto-monnaie parce qu'ils pensent que c'est par la magie qu'on va, en créant de l'argent qui est basé sur rien, on va sauver le système. Donc là, non. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est le chemin pour la guerre. D'accord. Alors, la parole est à vous, Monsieur Perimoni. Avez-vous des choses à rajouter par rapport à ce que Monsieur Verheiken a dit?
Oui, oui, tout à fait. Ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, il y a cette dérive totalement financière et spéculative avec les stablecoins et les crypto-monnaies. Mais moi, du coup, je vais plutôt parler de ce qui est positif. Cette fois, on va échanger les rôles, Oui, puisque il y a eu le sommet des BRICS à Kazan, donc il y a quelques temps, et justement, un des grands sujets qui avait été discuté, c'était déjà la dédollarisation du système monétaire et financier international, parce que tout le monde sait justement, en dehors de l'Occident, tout du moins, que ce système financier spéculatif et maintenant crypto virtuel n'a aucune chance de survie à long terme. Donc ça, le grand sujet du sommet des BRICS, c'était la dédollarisation, justement, avec des systèmes BRICS Clear, le remplacement de SWIFT, des systèmes de réassurance entre les pays des BRICS, justement pour avoir un système qui soit cohérent entre les différents États-nations souverains, qui, contrairement à l'Europe où il faut qu'on décide tout ensemble, sinon rien, là, chaque pays a sa souveraineté monétaire, mais par des accords, par des nouveaux systèmes SWIFT, pourra échanger des biens et échanger commercialement, justement, en monnaie nationale. Il y a déjà 30% des échanges qui sont faits en monnaie nationale au sein des BRICS. Maintenant, il y a 13 nouveaux partenaires stratégiques. Ça représente quand même plus de 60% de la population mondiale. C'est pas rien. Qui travaillent d'arrache-pied justement à ce système, d'avoir un système, comme vous le disiez, M. Louage, un système d'État-nation souverain avec des banques nationales de crédit, justement pour financer la politique de développement industriel à l'intérieur, et avec des mécanismes entre pays, justement pour les balances commerciales, les échanges commerciaux et les échanges. Donc on a ce monde d'États-nations souverains avec des banques nationales et de crédit public qui se met en place, mais face justement à ce que dénonçait M. Verreken, c'est-à-dire un système qui devient un train fou, le train fou de la crypto-monnaie et de la spéculation financière, qui lui conduit à la guerre. Donc c'est un moment assez particulier. Je pense qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est comme je disais, c'est que les BRICS et leurs partenaires stratégiques, ça représente plus de 60% de la population mondiale, même plus de 50% du PIB mondial, même plus que le G7. Hein. Donc c'est devenu le centre d'inertie de l'économie mondiale est en train de mhm. basculer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, il faut souhaiter justement cette séparation des banques, ce retour à des banques nationales, à ce colbertisme. Vous savez, aujourd'hui, même en France, on a plein d'articles dans la presse sur le colbertisme parce Ouais, qu'on se ouais. rend compte que le libre-échange a été totalement une arnaque, puisque ça n'a jamais existé. Hein. Ça a toujours été la politique des empires, le libre-échange. Donc, on a un retour à ces conceptions-là. Et Trump a ce réflexe protectionniste. Malheureusement, il est entouré d'agents de Wall Street et de la Silicon Valley qui, eux, ne sont pas, c'est pas le protectionnisme à la Colbert, quoi. C'est ça le problème. Donc, il faut continuer à le mettre en garde et soutenir ce que font les BRICS dans cette réorganisation, dans cette dédollarisation du système bancaire mondial. C'est ça qu'il faut soutenir aujourd'hui. C'est justement ce que développe le conseiller du président russe, l'économiste ou le célèbre économiste russe, Sergei Glaziev, qui est donc en charge du dossier de l'économie eurasienne au gouvernement russe et qui dit qu'en réalité, il faut absolument éviter d'aller vite créer une monnaie supranationale qui va échapper au gouvernement, mais il faut d'abord commencer par développer les pays, avoir un développement qui permette aux pays d'échanger de quelque chose de produit, de réel, de physique. Et une fois qu'il y a une harmonisation entre les pays concernant ces échanges, après, s'il faut arriver à une monnaie de compte, une unité de compte ou une monnaie qui permet les échanges, il n'y a pas de problème. Mais elle sera basée sur quelque chose de réel, mais pas sur quelque chose de fictif. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Karel Verheiken, Sébastien Peramoni, je vous remercie vivement pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère vous retrouver bientôt dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Au revoir et merci encore une fois. Merci à vous. Merci, bientôt. Merci.